Aujourd'hui, bienvenue à tous, on est avec Benjamin de Pigment qui va nous parler de bâtir les fondations de son design pour scaler. Vous allez voir, c'est super intéressant. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra et on reviendra dessus au moment des questions, à peu près à la fin du webinaire, mais on va toutes les enregistrer, ne vous en faites pas. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Let's go pour les questions, let's go pour Benjamin. Benjamin, c'est à toi, tu peux y aller. Super, merci beaucoup et merci de m'accueillir. Je vais partager mon écran et me mettre sur la presse. Dites-moi si tout est bon, si vous voyez tout parfaitement. Tout à l'heure, Du ok. coup, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment on a créé et designé Pigment, comment on a mis en place toutes les fondations de la plateforme et du design pour pouvoir scaler sur le long terme. Donc, je vais commencer par vous dire un peu en quelques mots qu'est-ce que c'est Pigment. C'est une plateforme de business planning. Donc, quand on parle de business planning, c'est-à-dire que on propose aux entreprises d'avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent revoir toutes leurs données, avoir vraiment une vue globale des indicateurs de leur entreprise, comment ça fonctionne, comment ça évolue, pour pouvoir prendre de meilleures décisions sur le long terme. Donc, on parle beaucoup de thématiques financières, workforce, sales, etc. On a été fondé en 2019, donc on est quand même assez jeune, mais on a levé pas mal d'argent. Et on scale très rapidement, on grossit très vite, parce que quand j'ai rejoint il y a 2 ans, on était une vingtaine, et aujourd'hui, on est plus de 200, et on commence à compter beaucoup de clients, dont des gros noms dont personnellement, je suis assez fier, comme Figma, Airtable ou Deliveroo, qui utilisent Pigment un peu tous les jours. Donc, plus techniquement, à quoi ça ressemble Pigment? Donc, c'est une plateforme sur laquelle les entreprises vont pouvoir importer toutes leurs données, des données de type business, donc leurs transactions, les ventes qu'ils font, aussi les employés qu'ils ont, les salaires des employés, pour vraiment avoir toutes ces informations agrégées sur la même plateforme. Et à partir de ces données brutes, ils vont pouvoir créer des calculs, mettre en place des formules pour pouvoir transformer cette donnée en quelque chose qui fait plus sens, comme calculer son revenu, calculer son ARR, son MRR, etc. Et une fois que tout ça a été mis en place, on a des dashboards qui sont créés par les utilisateurs, sur lesquels toute l'entreprise va pouvoir venir collaborer, mettre des commentaires, faire différents scénarios pour voir comment l'entreprise va évoluer sur le long terme et pouvoir un peu prédire l'évolution et du coup prendre des décisions un peu plus informées que de faire ça sur des outils comme ils ont aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter un peu comment on a mis en place cette plateforme, comment on a créé tout le design. Avant ça, j'ai envie de revenir un petit peu sur mes expériences marquantes en tant que designer qui donnent un peu de contexte sur comment j'ai abordé ce projet, comment j'ai travaillé, quel était mon positionnement avant de débuter le projet Pigment. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler dans des grosses entreprises en tant que designer. J'ai travaillé chez Atlassian, qui est l'éditeur de produits comme Jira, Confluence, donc vraiment des gros écosystèmes de produits dans lesquels j'ai travaillé 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint Wix, qui est aussi une très grosse entreprise dans laquelle j'étais team lead. C'est une plateforme de création de sites web qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, donc c'est assez énorme. Et pour moi, tout ça avait pas mal de points communs, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui travaillent à très grosse échelle, aussi bien en termes d'équipes de designers, d'employés, mais aussi de bases d'utilisateurs et qui ont tout un ensemble, un écosystème de produits. Donc, quand on travaille dans ce genre d'entreprise, on a une manière de designer qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention parce que chaque petite décision peut avoir un impact assez énorme. Donc, c'est assez risqué de designer là-bas. Donc, on est très consciencieux et en même temps, on cherche énormément l'innovation. Donc, pour moi, lorsque j'ai discuté avec les cofondateurs de Pigment pour la première fois, j'ai assez rapidement imaginé Pigment comme quelque chose qui tendait à aller devenir le même style d'entreprise. Donc, j'avais un peu cette vision et cette idée de à quoi pourrait ressembler Pigment si jamais on réussit, si jamais on continue à bien avancer. Du coup, je vais vous parler un peu de comment on a créé notre vision et cette stratégie design pour mettre tout ça en place. Donc, la première chose
faire, pardon, c'était déjà de discuter avec les cofondateurs et comprendre un peu ce que eux ils attendaient du design. Et il y a cette phrase que Éléonore, notre cofondatrice, a dit un jour qui m'a assez marqué. Elle parlait des outils financiers actuels. Elle a dit c'est pas juste. Aujourd'hui, c'est pas juste parce que tout le monde commence à avoir des outils vraiment cool pour faire leur travail. Les designers ont Figma, les devs ils ont GitHub, les marketing ils ont Canva, ils ont HubSpot. Mais nous dans le monde de la finance, on est toujours coincé sur Excel, on n'a pas de belle plateforme, on n'est pas dans le monde moderne des softwares. Et moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'était un peu cette volonté justement de mettre l'expérience utilisateur, le design, au centre de la réflexion, au cœur du produit et de vraiment investir là-dedans. Donc, j'ai trouvé dans l'entreprise des personnes qui étaient assez alignées sur la volonté de faire du design quelque chose d'assez important, ce qui est pour moi hyper important pour ne pas constamment essayer de se battre et de réexpliquer quelle est la valeur du design. Et, ensuite, bien sûr, il a fallu que je comprenne un peu le produit. Pour moi, c'était un monde complètement nouveau, le business planning. Je ne suis pas expert financier du tout. Donc, ça aurait été un peu présomptueux de ma part de venir et de penser que j'allais pouvoir prendre toutes les décisions possibles sur ce produit et imaginer comment ça allait fonctionner. Donc, je me suis plutôt positionné un peu sur le côté en me disant, moi, je suis plutôt expert je sais designer des interfaces, je sais designer des produits. On a énormément de personnes en interne qui, eux, ont toute cette connaissance de ce à quoi cette plateforme devrait ressembler. Et je me suis dit, moi, je vais devenir un peu les mains de ces personnes. Donc, on a énormément travaillé en collaboration sur Zoom, où je partageais mon écran et je leur demandais un peu de me raconter une histoire. Quel est l'objectif de l'utilisateur? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? À quoi ça devrait ressembler? Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui sur les plateformes existantes? Et on dessinait au fur et à mesure un peu tous les flows types, un peu tout ce à quoi la plateforme pourrait ressembler dans le futur. Et enfin, forcément, on ne peut pas être designer sans parler aux utilisateurs. Donc, beaucoup de travail d'interview pour aller comprendre quels étaient leurs pain points, quels étaient les différents objectifs qu'ils peuvent avoir. Mais aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de passer du temps et je leur demandais souvent de me partager leur écran, me montrer un peu le setup qu'ils peuvent avoir, les outils qu'ils utilisent, quelles étaient leurs références, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Comme ça me permettait d'avoir une image un peu claire de ce qu'ils attendaient d'un software, une nouvelle génération. Et à partir de toutes ces infos, du coup, ça nous a permis d'avoir un peu cette vision. En tout cas, à moi, ça m'a éclairci les idées de comprendre ce qu'on essayait de réaliser au sein de Pigment. On voulait créer un produit moderne qui reprend les codes des produits modernes, un produit pour des personnes experts, donc qui cherchent avant tout la productivité, mais qui soit aussi collaboratif pour toute l'entreprise, donc qui puisse laisser n'importe qui venir se connecter. Et enfin, Pigment, ça a un peu cette particularité d'être une plateforme qui est assez plate, du coup, avec des cas d'usage infinis qui peuvent être réutilisés, aussi bien pour une équipe sales qu'une équipe finance, qu'une équipe marketing, qu'une équipe produit. Donc, c'était aussi une manière un peu particulière de designer le produit qui fait qu'on devait abstraire beaucoup de choses et on ne pouvait pas créer de flows très linéaires, plutôt des micro-flows pour réaliser des objectifs, mais ne pas avoir un produit trop marqué, trop ancré, puisqu'il était à dédication de beaucoup de personnes. Du coup, à partir de ça, comment est-ce qu'on a mis en place cette vision, quelle a été un peu la stratégie? Pour moi, la première étape, c'était de créer l'architecture du produit. C'était de créer un peu le squelette, de commencer à comprendre toutes les hiérarchies, toute la structure d'information qu'on pouvait avoir sur le produit qui existait déjà et de commencer à redéfinir et remettre les choses un peu à leur place. Et ce que je voulais avant tout, c'était de créer une architecture qui pouvait vraiment scaler sur le long terme, c'est-à-dire que lorsqu'on allait créer des nouvelles fonctionnalités, puisque je savais qu'on allait en créer énormément après avoir discuté avec les product managers et nos fondateurs, que ça allait grossir très vite. Et aujourd'hui, on release des features presque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on a quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. Et il ne fallait pas qu'à chaque fois qu'on recrée quelque chose de nouveau dans le produit, on doit se reposer toute cette question de navigation, de où est-ce qu'on va poser ça, comment est-ce qu'on va réorganiser toute l'interface. Donc, il fallait vraiment mettre tout ça en place très rapidement. Donc, on a créé beaucoup de différents wireframes, de voir comment est-ce qu'on pouvait agencer le produit de différentes manières. On les a testés, on a essayé plein de modes pour finalement arriver à quelque chose qui nous convenait à nous et aux utilisateurs.
En parallèle de ça, moi, j'ai un peu une obsession. J'adore tester des apps, des produits. C'est quelque chose que je fais un peu tous les jours, d'essayer de trouver les nouveaux produits cool, les nouvelles choses qui sortent. Et j'aime bien aller les tester, m'inscrire et puis voir est-ce qu'il y a des nouveaux patterns que je ne comprends pas, essayer d'identifier comment leur produit est construit et créer un peu cette base de données d'interface et de modalités d'interaction que je pourrais réutiliser un peu sur le futur. Donc, si on prend par exemple une app comme Shopify que j'aime beaucoup, pour moi, c'est un peu un cas d'école de SaaS, parce que si on regarde leur interface, on voit qu'ils ont une première navigation primaire tout en haut, puis une sidebar sur le côté. Chaque page est contenue dans cette partie-là avec un titre en haut à gauche, des boutons en haut à droite, tout aligné, et enfin une zone de contenu avec des tableaux, des listes, des cartes, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de plateformes SaaS, et pour moi, c'est vraiment le cœur des fondations de ce qu'il fallait qu'on mette en place. De la même manière, ils utilisent beaucoup de formulaires et ça se décline extrêmement bien, ça marche très bien, c'est des cartes qui ont beaucoup de contraste, qui permettent de vraiment bien segmenter l'information. De la même manière, dans Pigment, on avait aussi besoin de créer des éditeurs, donc pour des éditeurs de dashboard, des éditeurs de données, des imports, etc. Et pour moi, il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui proposent des éditeurs et je pense qu'il y a beaucoup de patterns qui n'ont pas besoin d'être créés. Donc, si on regarde Figma, par exemple, c'est un éditeur. Donc, tous les éditeurs aujourd'hui ressemblent à peu près à la même chose. On a une scène centrale au milieu de l'objet qu'on est en train d'éditer, des panneaux des deux côtés, une toolbar tout en haut. Et ça, c'est un design qu'on retrouve aussi sur Framer, sur Webflow, sur Canva, sur Google Slides, sur la suite Adobe, etc. Donc, tout ça, c'est des choses dont on peut s'inspirer qui, je pense, aujourd'hui sont un peu résolues et dont il ne faut pas se priver d'aller piocher toutes ces idées-là. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est Linear, qui pour eux, c'était une référence pour nous en termes de densité d'information. Ils ont une interface vraiment pour des experts, pour des développeurs, pour gérer leur projet. Et c'est quelque chose qui est vachement apprécié. Donc, c'est quelque chose dont on voulait énormément s'inspirer. Donc, à partir de ça, on a essayé de créer un langage design qui était assez simple à prendre en main et qui, justement, reprenait tous ces briques-là pour pouvoir avoir quelque chose qui se décline très facilement, avoir tous ces patterns qui pourraient être réutilisés sur chacune des pages. Et le but, pour moi, c'est que étant donné que je savais à quel point ça peut être compliqué dans des grosses entreprises comme Atlassian ou Wix de redéfinir des pièces fondatrices de l'interface, lorsque le produit commence à être distribué sur une grande organisation, qu'il faut trouver de la ressource de développeurs, qu'il faut aligner les équipes, qu'il faut réussir à prioriser ces initiatives, ça devient extrêmement compliqué, surtout quand on a aussi beaucoup de clients et que chaque changement peut causer de la panique chez les utilisateurs. Ça peut être un énorme frein. Donc pour moi, il y avait cette espèce d'urgence de mettre tout ça en place le plus vite possible pour que tous ces problèmes-là soient résolus et qu'on puisse ne pas s'endetter sur le long terme et se décliner très facilement. Et pour mettre tout ça en place, les briques un peu fondatrices, donc ça c'est le résultat, mais les briques fondatrices pour moi c'était de commencer par mettre en place une échelle de typographie, puisque les interfaces, on va dire, c'est 95% du texte. Il fallait qu'on ait un système très simple. Moi, ce que je voulais aussi, c'était qu'au fur et à mesure qu'on allait faire grandir notre équipe, on ait un système qui soit vraiment facile d'utilisation, de prise en main. Donc, pour on a créé très peu de styles de texte. Chaque style, on leur a donné un nom qui indique exactement l'utilisation, où est-ce qu'on va devoir utiliser cette typographie, ce qui permet de créer des écrans très facilement et ce qui permet aussi de limiter, on va dire, l'interprétation personnelle des designers et du coup de créer un peu de la cohérence by design au fur et à mesure qu'on va créer des écrans. Qu'on a fait ce travail-là, aussi bien sur les typographiques, sur les couleurs, en faisant attention de créer vraiment uniquement les choses, les building blocks dont on a besoin pour ne pas laisser place à l'interprétation même des développeurs lorsqu'ils doivent intégrer une fonctionnalité. Si jamais ils veulent aller choisir n'importe quelle teinte parce qu'on a 50, ça devient beaucoup plus compliqué ensuite d'aller trouver et d'aller faire ce travail dans quelques mois, de récupérer, voir toutes les teintes qui ont été utilisées, faire un audit de la plateforme, ça devient assez complexe.
Et enfin, forcément, on a créé une grille de pixels qui est assez flexible et un ensemble de composants. On a fait attention à ce que tous les composants fassent bien la même hauteur, que ce soit facile à aligner pour pouvoir enlever toutes les erreurs possibles d'intégration front-end. Comme ça, on mettait de plus de chances de notre côté de mettre toutes ces choses-là à part et pour pouvoir se concentrer vraiment sur les vrais problèmes qu'on voulait. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a mis en place. C'est un peu tout ça, quand je parle de bâtir les fondations de son produit, c'est d'avoir toutes ces briques qui sont là, qui sont solides et qui vont permettre à un produit de scaler ensuite et de se décliner très facilement. Pour conclure, je vais vous raconter un peu comment on essaye d'évoluer sur le long terme et les quelques practices qu'on essaye de mettre en place pour justement ne pas sortir de ces gonds ou pour continuer à avoir un peu toujours cette vision. La première chose, c'est on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des principes de design. Donc, c'est des grandes guidelines, on va dire, qui nous aident un peu à prendre des décisions journalières dans notre travail. Comme on sait que, et ça nous permet aussi de faire du design de pigments, non seulement on a réutilisé plein de briques existantes des SaaS, mais maintenant il faut qu'on personnalise un peu l'expérience, qu'on soit sûr de répondre aux attentes de nos utilisateurs. Donc, comme on sait que nos utilisateurs, ce sont des experts qui cherchent toujours la productivité, qui veulent toujours en faire plus, on s'est dit comment est-ce qu'on peut leur permettre de faire beaucoup plus d'actions, de résoudre leurs objectifs beaucoup plus vite, avec le moins de clics possible. Et ça se reflète dans les patterns qu'on peut utiliser au jour le jour dans nos designs. Le fait qu'on essaye d'éviter de mettre des grandes modales au milieu de l'écran parce que ça défocus complètement la personne, ça lui fait bouger le curseur de la souris de gauche à droite. On essaye de mettre des raccourcis clavier là où il faut. On essaye de limiter le nombre de clics et de pouvoir naviguer au clavier, etc. Ça permet de justement répondre aux attentes des utilisateurs de Pigment. En plus de ça, on sait qu'ils veulent voir beaucoup d'informations, donc c'est un challenge qu'on a. Comment est-ce qu'on montre une interface très dense? Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne soit pas overwhelming, pour que ce ne soit pas l'enfer d'utiliser la plateforme, qu'il y en ait dans tous les sens? Donc, c'est les vrais challenges qu'on peut avoir à partir de tous ces patterns qu'on utilise. Et enfin, quelque chose qu'on veut faire et qui est assez propre, c'est on veut se laisser l'opportunité d'amener un peu de joie dans ce produit, faire en sorte que ce soit sympa à utiliser, que ce soit toujours assez cool, qu'il y ait des interactions agréables, qu'on puisse mettre un peu de motion là où il faut, qu'on puisse avoir des icônes un peu custom, des illustrations, enfin, toutes sortes de choses qui font que utiliser Pigment, ça fait sourire lorsqu'on lance le produit. Et de l'autre côté, moi j'essaye de mettre des principes plus autour de l'équipe design, des grandes règles qui nous aident à nous focus lorsqu'on débute un produit. Donc pour moi, tout ce dont je viens de parler, c'était un peu ce que j'appelle des problèmes un peu techniques. C'est devoir redessiner un bouton. Pour moi, c'est pas ça le cœur de ce qu'on doit faire. Et pour moi, c'est un problème qui a déjà été résolu. Je pense pas qu'un designer s'amuse aussi beaucoup à redessiner un bouton parce que ça a déjà été fait des millions de fois. Mais les vrais problèmes de nos utilisateurs, le vrai boulot qu'on doit faire aujourd'hui, c'est comprendre, par exemple, comment une entreprise à très grande échelle va gérer un process de budget en fin d'année et comment est-ce que nous, on peut les aider à travers Pigment, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions innovantes qui vont les aider à avoir plus de productivité. Et pour moi, c'est ça un peu le cœur du problème, le cœur du travail qu'on doit faire au-delà de juste aligner des pixels. Plus de ça, ce qu'on veut, c'est toujours se rappeler que notre boulot, en fait, qu'on design, c'est à 95%, c'est mettre de l'information sur un écran, c'est travailler du contenu. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ait toujours une communication qui soit assez fluide entre l'utilisateur et Pigment, que lorsqu'ils utilisent la plateforme, ils comprennent de quoi parle une fonctionnalité en particulier. On veut qu'il y ait une stratégie de contenu qui soit assez forte. Et on a tout un tas de techniques qui fait qu'on essaye toujours de travailler vraiment la communication. Comment est-ce que, lorsqu'on interagit, comment est-ce qu'on comprend exactement de quoi on parle. Et enfin, un peu mon principe préféré, c'est que j'essaye que tout le monde dans notre équipe soit très fier de leur fonctionnalité,
que lorsque ils finissent le design, qu'il n'y ait pas eu trop de compromis ou qu'on soit un peu dans la recherche de l'élégance, de la simplicité et que à la fin, chaque création, ils puissent être contents, ils puissent même aller la mettre sur leur portfolio, la partager s'ils veulent. Je pense que c'est hyper important. En tout cas, c'est l'identité ou l'ADN qu'on a envie de transmettre au sein de notre équipe. Et voilà, c'était un peu toute l'histoire de Pigment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez discuter un peu plus. Et aussi, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, on recrute un designer. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à aller regarder sur notre site web. Cool, merci beaucoup Benjamin pour ta presse. N'hésitez pas à rester, on a une petite question pour vous tous d'ailleurs. Donc à vos téléphones, on va vous faire un petit slido. On a une petite question assez fun d'ailleurs. Où est-ce que ça en est à peu près le design chez vous? Voilà, n'hésitez pas, on peut scanner le QR code. Allez-y. On voudrait savoir aujourd'hui, la vision design dans votre organisation, elle est plutôt comment? Est-ce qu'elle est claire et connue de tous? Est-ce qu'elle est établie, mais seulement au niveau de l'équipe design? Est-ce qu'elle est en work in progress? Ou est-ce que tout est à faire from scratch? Voilà, n'hésitez pas. Allez-y, on va laisser un petit peu de temps pour que ça réponde. En attendant, moi, je vais vous parler un peu de TPC aussi, The Product Crew. Je pense que la plupart de vous nous connaissent maintenant. On se veut être un peu être les copilotes et et les accompagnateurs des startups sur leur process de recrutement, mais aussi sur l'explosion de nos membres dans la communauté pour matcher, coacher et trouver la meilleure offre du coup qui est en cours avec les meilleurs French Tech du moment. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté aussi bien en tant que candidat, mais si vous êtes aussi recruteur, aussi bien à nous appeler pour savoir un petit peu comment ça se passe. Vous verrez qu'on a une méthode qui est simple, efficace et on arrive toujours à avoir des très bons matchs vu qu'on fonctionne qu'au succès. Comment ça a répondu du coup sur le petit slido? Là, tout le monde est en work in progress quasiment. Ah, mais pas que. Établi, mais seulement au niveau de l'équipe design pour le coup. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour transmettre tout ça aux autres parties? C'est assez important, je pense, de soulever cette question-là. En tout cas, vous avez posé pas mal de questions. On va y répondre maintenant. Je vais les reprendre un petit peu, bien sûr. Donc, il y en a beaucoup. Il y a Grégory qui nous a posé une question. Benjamin, pour toi. Avez-vous audité l'UI existante pour savoir ce qui fonctionnait déjà, bien ou non? Ouais, bien sûr. Moi, je suis arrivé dans l'équipe. Il y avait déjà un produit qui était mis en place. Il y avait déjà un designer qui travaillait chez Pigment. Il y avait déjà pas mal de choses. Donc, bien entendu, je ne suis pas arrivé en disant on repart d'une page blanche et on recommence tout. Non, il y avait. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de ce produit, on n'a pas mis en pause toute la création de la plateforme et des nouvelles features pour refaire tout le design. Ça a été plutôt un truc un peu en parallèle. Donc, moi, je travaillais en même temps sur les fonctionnalités sur la plateforme existante. Donc, je jonglais un peu entre ces deux plateformes, la vision future, ce vers quoi on allait tendre et la plateforme existante. Donc, bien sûr, j'ai fait un audit. Après, il y avait beaucoup de choses, on va dire, qui étaient plutôt évidentes, qui ne fonctionnaient pas, dont les utilisateurs se plaignaient, qui ne collaient pas vraiment avec la vision des PM et des fondateurs. Du coup, il y avait beaucoup de choses qui étaient assez simples. Et après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de best practice, ou on va dire plutôt de théorie un peu absolue dans ce qui fait une bonne UI. C'est-à-dire qu'il faut que le contenu soit bien groupé, il faut avoir des contrastes suffisants, il faut aller chercher la simplicité, il faut avoir une espèce de cohérence un peu partout. Donc, il y avait déjà toutes ces choses-là qui n'étaient pas en place. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire et j'ai traité les projets les uns après les autres, mais c'était plus simple justement de prendre le problème à l'envers, de se dire si je pars d'une page blanche, à quoi ça ressemblerait, et ensuite je vais le confronter à l'existant, et ensuite je vais voir comment je vais tout agencer et créer un peu une stratégie de dans quel ordre on va le faire. Et ça a été vraiment du coup un boulot de découpage, on va dire, puisqu'on n'a pas fait un big bang du jour au lendemain. Ça a été d'abord, Ouais. on va retravailler toutes les typographies, on va toutes les remettre à la bonne taille. Ensuite, on va changer la famille de police. Ensuite, on va regarder toutes les couleurs. Ensuite, on va commencer à mettre la navigation. On va commencer à bouger les places. Donc, ça a été vraiment un peu un travail de longue haleine, on va dire, sur presque 2 ans pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Ah oui, quand même. Ok, pas Ouais. mal. Du coup, tu as Mathieu qui nous pose une autre question comment est-ce que vous avez défini les critères de succès de la nouvelle architecture de Nav lors de l'étude et de la validation des solutions? Quel ratio entre heuristique et test d'usabilité, du coup, vous avez utilisé?
Ouais, c'est une bonne question. On avait, bah, Ouais, plutôt que des, on va dire, on n'a pas forcément, on n'avait pas forcément d'indicateurs quantitatifs parce qu'on n'avait pas suffisamment d'utilisateurs sur la plateforme, ce que tu forcément. disais Donc, tout à l'heure. Ouais. c'était Mm. difficile. Et en plus de ça, c'est pas le genre de choses qu'on peut forcément A/B tester parce qu'à notre taille, en fait, ça avait juste pas d'intérêt de développer deux plateformes et d'essayer de le tester. Donc, c'était plus, on va dire, un travail d'intuition, un travail plus théorique. Et ensuite, on a créé des prototypes Figma et on a commencé à les faire tester aux gens. On a fait beaucoup de prototypes et après, il y avait des choses qui fonctionnaient pas, et évidemment ne fonctionnaient pas. Par exemple, on a testé une navigation avec une top bar primaire et quand on la plaçait sur les autres pages, on voyait que on perdait presque 50 pixels à l'écran. Et comme on avait ce Ah ouais. grand principe de se dire il faut qu'on voit autant d'informations que possible sur la plateforme, du coup, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ce genre de choses et on voyait les top bars qui s'empilaient les unes sous les autres au fonction des niveaux. Donc, il y avait des choses comme ça ou des solutions qui, sur le papier, paraissaient évidentes, en fait, ne marchaient pas du tout quand on l'appliquait. Donc, c'était un peu ça. On avait ces grands objectifs. On savait qu'on voulait faire de la productivité. Donc, on voulait réduire le nombre de clics pour aller d'un endroit à un autre. On voulait faire en sorte que les pages restent découvrables, donc pouvoir créer une sidebar à plusieurs niveaux, ce genre de choses. Donc, on avait un peu ces grands principes. Et aujourd'hui, justement, où on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, maintenant, on peut vraiment les confronter et le faire évoluer au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y a des grands trucs qui sont un peu évidents comme placer des settings en bas de la sidebar et puis avoir une page différente. C'est quelque chose qu'on retrouve et les gens sont habitués à ça. Donc finalement, je pense qu'on ne le challengera pas plus que ça. Ok. Justement, il y a Michael aussi qui a posé une question. Utilisez-vous des outils de user research? Ouais, bien sûr. Faut définir exactement à quel niveau c'est user research, mais on a Mhm. des outils déjà de recherche de discovery. Donc, Mhm. on utilise Dovetail, par exemple, pour agréger tout le feedback, le mettre en forme, faire ressortir des insights, ce genre de choses. On utilise aussi, on fait beaucoup de prototypes sur Figma et en parallèle, on a des outils analytics, des choses comme Full Story ou des choses comme ça pour Mhm. pouvoir continuer à récupérer des insights. Euh, Après, c'est assez vaste. On va dire, l'outil ne fait pas forcément le design. C'est plus, on a tout un panel Ouais. d'outils et il faut, en fonction des objectifs qu'on se fixe, en fait, on va aller chercher et choisir. Et si on veut si on a un outil qu'on n'utilise pas aujourd'hui et qu'on voit pourrait apporter de la valeur en fonction du projet qu'on a actuellement, Mhm. on ne va pas se retenir d'aller l'utiliser. Ouais, c'est clair, c'est aussi la bonne méthode à choisir, quoi. Il y a Élise qui pose une petite question. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur des principes éditoriaux en parallèle des principes de design? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par principes éditoriaux, donc je vais Ouais, avoir et du mal à Élise, répondre. Élise, Élise, est-ce que tu es encore là du coup? Est-ce que tu as le temps de tapoter rapidement sur ton clavier? UX Writing peut-être, ouais, pas mal. UX Ce Writing, que nous répond Constance, Élise est ouais, en train d'écrire, je pense, ça va nous dire ça un peu plus brièvement, mais ouais, carrément. ouais, Bah, voilà, ouais, UX Writing principalement, ouais. ouais, c'est ça. Ok, bah ouais, ouais, carrément. Alors, moi, je ne suis pas expert UX Writing, mais j'ai travaillé avec Mhm. beaucoup de writers, parce que j'avais la chance dans les grosses boîtes où j'étais avant d'avoir vraiment des teams énormes de UX writers. Donc, j'en ai beaucoup côtoyé. Je Ouais. connais un peu la manière de travailler. Et pour moi, en fait, le UX Writing et le UX Design, pour moi, c'est plus ou moins la même chose, en fait. Je ne peux pas imaginer Mhm. designer une feature sans avant ça, aller Ouais, essayer de ouais. comprendre quel contenu des utilisateurs vont avoir besoin. Donc pour moi, c'est un peu ça la base de chaque début de feature ou de design, d'aller comprendre quel contenu on veut communiquer. Parce que ce que je disais, c'est pour moi, c'est avant tout de la communication, le Mhm. design. Et puis ensuite, essayer de créer une espèce de stratégie, on va dire, trouver les mots. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui prend le plus de temps chez nous, c'est trouver les bons mots à mettre et ensuite les utiliser, les faire
les utiliser de manière cohérente à travers le flow et bien segmenter l'information au fur et à mesure que l'utilisateur va avancer dans la plateforme. On utilise plein d'outils. Ce qui est particulier, ce qui est pas facile, c'est que le produit est intégralement en anglais. Et donc, c'est les Ouais. designers qui le font. Mais on a aussi des personnes qui sont natives English dans l'entreprise avec qui on travaille là-dessus, surtout sur la partie éducation. Donc, on travaille en parallèle avec tous ceux qui écrivent notre documentation, notre knowledge base. Donc, on essaie d'avoir une cohérence un peu globale entre tout ça. Et pour moi, un bon UX writing, c'est quelque chose de très simple. Donc, je sais plus quand j'avais vu quelqu'un un auteur qui disait que quand il écrivait quelque chose, il faisait un premier jet, et ensuite il essayait de le réécrire en enlevant le plus de mots possible, puis il le faisait encore et encore et encore, et ça faisait vachement écho à la manière dont on design. En fait, on crée une première fonction, premier visuel, puis on voit qu'est-ce qu'on peut simplifier. Et pour moi, le UX writing, c'est un peu la même chose. Donc, on fait beaucoup ça, en fait. On essaye d'écrire vraiment qu'est-ce qu'on veut communiquer. On imagine, moi, une méthode que j'aime bien utiliser, c'est on imagine un dialogue, en fait, entre si la plateforme Pigment n'existait pas et que c'était une hotline, quelqu'un nous appelait au téléphone pour nous demander de faire un truc. On essaye d'imaginer ce dialogue et de l'écrire sur une page et de voir en disant, j'aimerais créer un projet, et on répond, et du coup, vos projets, qui s'appellent comment? Donc, ça nous aide à organiser un peu tout le contenu sur la page et de voir. C'est justement ça, toute cette partie de communication, de créer un dialogue, une conversation entre son produit et ses utilisateurs. Ok, cool. Bonne réponse pour Elise, du coup. C'est vrai que rédiger des messages cohérents sur toute l'appli, du coup, ça implique pas mal de trucs. Top. Il y a une petite question de Gaël aussi. Avant de valider le design final et les règles pour évoluer, est-ce que vous avez testé l'interface auprès des utilisateurs? Je pense que tu as répondu aussi un peu plus tôt, Ouais. mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. On fait toujours des tests de nos designs. On essaie de récupérer des feedbacks euh, différents niveaux. Parfois, ça commence déjà en interne. Quand on propose, on essaie d'avoir des boucles de feedback très rapides. Donc, on utilise Slack. Toute l'entreprise est sur Slack. On a plein de channels publics, toujours, parce qu'on est une entreprise remote et hybride. Du coup, on passe notre temps à envoyer des images, des screenshots dans les Slack publics pour récupérer, pour voir est-ce que les gens comprennent, est-ce qu'ils ont des feedbacks. Donc, c'est notre première manière de récupérer des infos auprès de l'équipe produit et des PM. Ensuite, on va dire, la chance chez Pigment, en quelque sorte, que c'est une solution assez lourde comme software. Donc, c'est quelque chose, il faut contacter une équipe de sales pour intégrer la solution. Ça prend un peu de temps. Il y a des démos qui sont faites. On a une équipe qui aide l'implémentation de l'outil au sein des entreprises. Donc, ça nous fait aussi toute une source de feedback qu'on a. On peut regarder des calls de product tour ou des démos que font les équipes de vente à des prospects. Donc, ça nous fait aussi toute une source de feedback, de voir comment eux, ils parlent du produit et comment est-ce que on pourrait l'améliorer. Et du coup, comme on a ces équipes qui vendent le produit, on peut aller leur faire tester le produit en avant-première, leur montrer des prototypes. Ils sont littéralement 2 bureaux plus loin, donc c'est assez facile de pouvoir C'est cool. les, C'est pratique surtout. ouais, c'est hyper bon. Après, on a les utilisateurs finaux, forcément. Cool. Écoute, il y a une autre question aussi, Nico. Comment avez-vous intégré une utilisation mobile, voire mobile first, à la scalabilité? Ouais, c'est une bonne question et la réponse est assez simple. Ouais, On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on n'en a pas encore le besoin. On pense qu'on devra le faire un jour, mais étant donné le type d'application qu'on est, je Mhm. pense qu'on sera plutôt une application native mobile qui se Ouais, télécharge sur un App Store et probablement on essaiera de créer un vrai truc. Mais avant ça, en fait, il faut qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que c'est. Moi, je fais souvent l'analogie entre Pigment et Figma parce que c'est ce que j'utilise tous les jours et que Figma, je l'utilise très peu sur mobile, en fait. Peut-être pour répondre à un commentaire ou quelque chose comme ça, mais l'app mobile, je l'ai peut-être utilisé une fois tous les 2 mois. Donc, en fait, d'accord.
Figma, c'est un peu la même chose. Le jour où on aura besoin de créer une interface mobile, il faudra qu'on comprenne exactement c'est quoi les besoins, mais on sait que nos utilisateurs, ils sont à 99% du temps branchés sur leur ordinateur, dans leur Ouais, workstation, et sur la web app, quoi. Ouais, ils sont sur la web app. cool. Une petite question de Martha. Elle demande quelle technique avez-vous mis en place pour garder cette communication continue avec les utilisateurs? Ouais, bah c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Mm, On a, en fait, notre problématique, c'est plus comment traiter tous les feedbacks qu'on reçoit, parce qu'on en a mm, énormément, plutôt que ouvrir les vannes pour avoir des infos. Donc, par exemple, on a des channels sur Slack qui sont dédiés au feedback de toutes les personnes qui sont dans les équipes business autour, ou même les équipes produits qui veulent proposer des idées ou quoi. Donc, n'importe quelle personne qui trouve une idée peut la poster sur Slack pour aider au développement et créer la roadmap. Après, on mhm, a des calls réguliers avec nos utilisateurs. On a des personnes dans l'équipe produit qui sont vraiment sur la partie plus discovery et recherche. Donc, on a, on a très régulièrement en fait des feedbacks, et je pense que le fait qu'on soit dans le monde B2B, ça aide parce qu'en fait les gens sont très friands, ils ont envie de partager mm. des infos. Moi, je sais que quand j'utilise Figma, Slack, Notion, tous ces trucs-là, parfois je me confronte à des problématiques et j'ai vachement envie de les partager à l'équipe et voir s'ils peuvent faire quelque chose pour m'aider. Donc on a un peu cette attitude de la part de nos utilisateurs, et ils adorent parler du produit. Et en plus de ça, on a un événement qui est 2 fois par an, qu'on appelle le Customer Advisory Board, qui est Mm. on va dire un événement avec nos utilisateurs les plus actifs. On essaye de créer un peu une communauté d'utilisateurs. D'ailleurs, c'est une autre chose, on a une communauté en ligne accessible par tous les clients pour discuter, poster des idées et tout ça. Donc, ouais, on a tout un tas de méthodes qui font qu'on essaye d'être toujours lié avec eux, et les gens ont très envie de parler du produit aussi. Ok, cool. Avant de passer à une autre question, moi j'ai une question aussi. Tu parlais tout à l'heure de transmission, de savoir aux équipes. Justement, comment est-ce que tu propages cette espèce de contagion positive un peu de ton apprentissage Ouais. au sein de tes équipes design, produit tech, pour les faire continuer à scaler, pour les faire continuer à être dans le partage en général? Ouais, c'est une bonne question. Mm. Euh, déjà, moi, je sais pas si ça se ressent, mais j'adore parler de design et j'adore Mm. partager un peu ce que je connais. Donc, c'est quelque chose que je fais c'est un peu tout le temps. On a plusieurs channels sur Slack ou pendant les réunions, j'aime bien raconter des histoires, parler un peu de mes expériences passées, partager des Mm. liens. Et je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Twitter et tous les réseaux pour trouver les derniers trucs. Et c'est des trucs où on essaye d'en discuter souvent pendant les pauses. En plus de ça, au sein de l'équipe design en elle-même, on a quelques cérémonies des rituels d'équipe. Donc, Mm. par exemple, on a une session qui s'appelle Design Inspiration toutes les 2 semaines. Cool. Donc, on passe 1 heure où quelqu'un choisit un sujet. C'est pas forcément moi d'ailleurs, ça peut être des personnes de l'équipe. Tout le monde est invité à venir, et puis on discute par exemple des méthodes de UX Research, comment vous faisiez ça dans vos entreprises passées, ou est-ce que vous avez lu un article intéressant là-dessus, quelle bonne pratique on pourrait mettre en place. Et, euh, et voilà, je pense que c'est avant tout de la communication. Et puis, les gens sont hyper réceptifs aussi. C'est ça qui est assez génial, c'est que Ouais. dans notre équipe, il y a beaucoup de passionnés, donc les gens aiment bien discuter de tout ça. Donc, dès que quelqu'un lance un sujet, en fait, ça avance et la conversation se lance. Trop bien, ça c'est top. On va passer un peu aux questions un peu sur design system. Tu as Bastien qui nous demande comment s'est passée ton adaptation au guideline design system déjà en place. Et puis comment tu as fait pour faire évoluer cette process avec tes ressources actuelles ou non? Ouais. On avait déjà un design system. En fait, pour moi, déjà, il faut définir exactement ce que c'est qu'un design system. Donc, moi, je le Mm, vois comme quelque chose d'un peu global. Donc, on avait un UI kit de composants sur Figma, on avait des composants React, on avait des best practices, enfin, un début de best practice. Et,
Et pour moi, enfin, je suis arrivé dans une entreprise qui était quand même déjà assez mature, ou en tout cas qui savait déjà qu'il fallait mettre ça en place. Donc, quand je suis arrivé, il y avait déjà quelque chose qui était là, parce que les devs connaissaient ça, ils avaient déjà travaillé avec ce genre d'outils, ils connaissaient l'impact et l'intérêt autour de la vélocité que ça pouvait amener et tout ça. Du coup, Mm. je suis pas arrivé sur quelque chose où il fallait que j'aille vendre et convaincre les gens d'investir là-dedans. Donc, c'était déjà une première chose qui était hyper bien. Donc, moi, c'était plus une problématique de le faire évoluer dans le bon sens. Donc, comment on fait ça? On a déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a essayé de simplifier au maximum. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'avoir un design qui est très simple d'utilisation. Donc, des styles de texte, très peu de styles de texte, très peu de composants, vraiment Mm. les briques primaires et de se poser la question au fur et à mesure que le produit évolue, de qu'est-ce qu'on va pouvoir amener de plus. Et pour ça, on n'a pas encore d'équipe dédiée, donc c'est un travail partagé entre les devs front et les designers. On a des meetings un peu toutes les 2 semaines pour parler des initiatives qu'on pourrait prendre, donc c'est un peu sur le côté. Donc on essaye de faire avancer la chose et une fois de plus, je pense que c'est une grande chance qu'on a chez Pigment d'avoir des devs qui sont aussi hyper passionnés, hyper intéressés par tout ça et qui ont vraiment envie de bien faire et envie de proposer et d'amener des améliorations. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas directement des développeurs ou d'un dev qui dit, j'ai travaillé sur cette feature, j'ai vu qu'on a ce Mm. composant-là à faire sur ce design, j'ai vu que ce composant existe à 3 autres endroits de la plateforme. Est-ce qu'on peut essayer d'en créer un truc universel sur le design system? Donc, c'est un travail un peu qui se fait au fur et à mesure, qui est assez collaboratif. Je pense que c'est un peu ça la clé, en fait, c'est que il faut d'avoir des personnes qui veulent bien faire et qui veulent travailler toutes ensemble, ça aide vachement à ne pas avoir à justement mettre en place des longues stratégies, des longs meetings, pour convaincre les Mm. gens, mais plutôt que ça se fasse au fil de l'eau. Et c'est plutôt un peu cette culture, je pense qu'il faut créer. Et comment la créer, je ne sais pas. C'était déjà un peu comme ça dans Ça l'entreprise. se transmet, ça se transmet, ça se transmet. C'est ça qui est dur, mais ça se transmet en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, Bastien est très content de la réponse pour le coup. Du coup, ça rebondit aussi sur la question de Charles. Est-ce que vous faites des études SEO, SIA pour vous en servir dans votre design system justement? Ah, je ne connais pas ces mots. Je devrais sûrement. Est-ce que tu peux... Les designers ne sont pas limités, ne vous en faites pas. C'est pas très grave. T'inquiète pas, il y a encore beaucoup de questions. On a encore très peu de temps. Je vais essayer de chercher quelques petites questions pertinentes. Il y a Chat qui demande comment vous assurez vous de la qualité une fois que c'est développé. Ouais, c'est une bonne question Mm. c'est un truc, pour moi, c'est peut-être un des premiers trucs que j'ai toujours voulu mettre en place en tant que designer depuis le tout début que j'ai commencé ce métier, c'est de me dire que le Mm. design, c'est pas ce que je fais sur Photoshop à l'époque, mais c'est pas, ça s'arrête pas là. En fait, pour moi, le design, c'est vraiment le truc que les utilisateurs utilisent. Donc, euh, Mm. avec ce mindset de designer, en fait, tu te dis, la première fois que tu livres une feature, tu vois qu'il y a des problèmes un peu partout et tu te dis comment est-ce que je peux faire quels outils je peux mettre en place pour aider les développeurs. Donc, ça passe par, déjà, on travaille pas mal sur la livraison, les fichiers qu'on va livrer, à quoi ils ressemblent, faire des specs précises, une espèce d'éducation aussi au sein des développeurs, des nouveaux développeurs qui rejoignent l'équipe, d'être sûr qu'ils connaissent tout le design system, qu'ils sachent qu'on utilise Storybook, sachent Mm. où trouver l'information. Et ensuite, pour moi, c'est un truc auquel je tiens et que je demande à tous les designers dans l'équipe et que l'équipe produit, les PM sont très contents de ça, c'est qu'on ne va jamais release une feature avant qu'un designer ait eu le temps d'aller la tester dans tous les sens. Donc, on n'a pas Ok. de QA engineer Ok. directement. C'est plutôt les PM et designers qui vont se charger de ce truc-là. Et on va faire Mm. des pages de QA avec des checkbox en montrant tout ça. Et quelque chose qui facilite ça, c'est aussi les designers dans l'équipe ont pas mal de facilité avec le code ou tout du moins CSS et Mm. HTML.
Donc, quand on fait plutôt que de dire là, je vois que des pixels sont désalignés, on va plutôt inspecter le code, regarder et dire là, il faudrait Ok. enlever tel truc, rajouter telle propriété, faire tel truc et prendre un screenshot et l'envoyer à quelqu'un. En fait, l'idée, c'est je sais que une des grosses problématiques des devs, c'est le context switching. Donc, c'est hyper dur pour eux de travailler sur un truc et de se dire merde, il faut que j'aille régler un alignement à droite. Donc, on Mm. essaie de faciliter ça au maximum. Donc, je pense que ça aussi, c'est on va dire un travail de longue haleine. Enfin, c'est un peu essoufflant, mais je pense Ouais. que c'est partie intégrante du boulot d'être responsable des bugs UI, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Du coup, bah, t'as Angelo aussi qui nous demande si vous utilisez des outils no-code pour des POC avant de passer au développement. Mais Non, on n'en utilise ouais. pas. C'est Mm. un bon point. En fait, je ne sais pas Mm. comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Je vais y réfléchir. Mm. Mais en fait, Pigment est tellement complexe comme plateforme que ce serait très compliqué pour l'instant, en utilisant des prototypes Figma, ça nous a suffi. Peut-être qu'un jour, on aura besoin d'aller encore plus loin. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu ce besoin. Ok, cool. Et du coup, est-ce que vous pensez intégrer des modèles d'IA dans vos prochaines features? Question de Juliette. C'est un peu- on y venait presque aux questions Ouais, sur l'IA, mais ouais. C'est hyper trendy. Euh, ouais, bah, ça arrivera forcément. Il y a pas de ouais. raison. Comme toutes les. Après, C'est dans la roadmap, quoi. Ça a été posé comme question. clairement, Ouais, je pense que comme aujourd'hui, tous les PM, je pense, il y a au moins un PM dans chaque entreprise qui se demande comment est-ce qu'on peut faire ça pour que les gens parlent de nous. Après, la ouais. question, c'est comment est-ce qu'on l'intègre, pas juste pour faire un peu de buzz, mais comment on l'intègre Mm, pour de vrai. Par exemple, je sais que Notion a intégré de l'intelligence artificielle. Je ne l'ai toujours pas mm. utilisé. Je pense qu'il y a sûrement des cas d'usage, mais Ouais. je ne me suis encore jamais confronté à ça. Donc, je pense qu'il faut, comme tout ce qu'on fait dans le produit, il faut qu'il y ait un vrai rationnel et il faut qu'il y ait une Mm. réelle priorité pour qu'on commence à le mettre en place. Ok, c'est bien de le voir comme ça plutôt que de se dire comment l'IA va pouvoir m'aider ou plutôt comment l'IA va prendre mon taf dans 2 ans Ouais. en tant que PM, tu vois. Enfin, on ne sait jamais, bien sûr. T'as Gabriela aussi qui nous posait une question sur comment tu conduis tes séances d'évaluation des nouveaux protos. Quelles métriques de succès tu utilises? Je pense que tu as un peu répondu quand même, mais à la Mm. rigueur, revenir peut-être sur les métriques tu vois, que tu utilises pour vraiment te dire, OK, c'est ce proto-là qu'on va utiliser, cette feature-là avant celle-là, par exemple. Ouais, c'est sur les tests utilisateurs. Donc, on fait Ouais. pour valider nos designs, ce qu'on fait quand on Mm. crée. En fait, on commence par faire un plan de recherche. OK. Ça commence par se demander qu'est-ce que je recherche avant d'y aller, quels sont les objectifs de ce truc-là, de ne pas faire de la recherche juste pour faire de la recherche, parce que ça reste assez coûteux hein, de faire de la recherche, ça prend du temps, de l'énergie. Mm, mm. Moi, je dis qu'on a un peu, il ne faut pas utiliser toutes ces cartouches d'utilisateurs, c'est-à-dire on ne peut pas aller les déranger toutes les 2 semaines pour tester un truc. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'on veuille réellement tester ça. Donc, on fait en général Ouais. on définit des objectifs. En fait, quand on évalue, pour moi, il y a plusieurs niveaux d'évaluation d'un design. La première chose, c'est est-ce que le design qu'on a créé donne la valeur attendue par l'utilisateur. C'est le premier niveau, c'est est-ce qu'on répond aux besoins. Ensuite, tu as un niveau suivant, c'est est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que je peux l'utiliser, et ensuite, c'est est-ce Mm. que c'est simple d'utilisation. Donc, on essaye de regarder tous ces trucs-là. Et en général, pour les premiers niveaux, on peut le définir en interne et se dire oui ou non, ça répond aux besoins, à l'objectif. Et ensuite, sur le fonctionnel, il y a tout un ensemble de problèmes d'utilisabilité, par exemple, qu'on va pouvoir Mm. déceler grâce à des critiques design entre designers. On va regarder, on va se poser des Ouais. questions. Et à partir de ça, on va pouvoir définir, en fait, moi, j'aime bien réfléchir en me disant quel est le plus gros risque
sur cette interface et quel va être l'impact de ce risque-là. Par exemple, si Hmm. on est en train de designer une page de settings qui va être utilisée peut-être une fois tous les mois par un admin et qu'on a écrit une doc et qu'il y a un lien clair vers la doc, s'il y a quelques problèmes d'utilisabilité qui sont passés à travers Email, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais si c'est une page qui est Hmm. utilisée tous les jours par 90% de nos utilisateurs et que c'est une feature hyper importante sur laquelle on a beaucoup investi, là, c'est hyper risqué d'avoir des problèmes d'utilisabilité dessus. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va essayer de juger comment est-ce qu'on va le faire et qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et ensuite, on va chercher est-ce que la personne sait comment utiliser la feature. On va la faire cliquer, on va lui demander d'utiliser un prototype, partager son écran, ne pas cliquer n'importe où, mais juste attendre, parler à voix haute, enfin toutes les méthodes classiques en fait pour gérer ces trucs-là. Beaucoup de discovery donc. Benjamin, merci. Franchement, merci beaucoup. C'est super clair, c'est top. J'ai pas répondu à toutes les questions, on n'a pas eu parce qu'on n'a pas le temps à chaque fois. C'est toujours un peu comme ça. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir été présents, d'avoir joué le jeu, d'avoir posé les questions. C'était vraiment un super webinaire. Moi, j'aime beaucoup voir un peu les visions, tu vois, de différentes boîtes. J'aime beaucoup aussi poser cette question-là que je t'ai posée sur comment tu propages un peu ton apprentissage au sein de tes équipes, comment tu arrives à garder une espèce de contagion un peu positive. Tu sais, moi, c'est très important, le bien-être, mais aussi le bien-être au travail. C'est le truc le plus voilà, hein, tu prends soin de tes équipes, forcément, elles te le rendront. Le sharing is caring, c'est un peu notre but aussi chez The Product Crew. N'hésitez pas, venez dans la communauté, je vous assure que c'est cool. On a pas mal de webinaires, on a plein de ressources aussi. Si vous êtes recruteur, vous avez besoin de recruter, ça va très vite chez nous si vous avez besoin de trouver les meilleurs talents aussi. Vraiment, n'hésitez pas, Benjamin, encore un grand merci pour ce webinaire. C'était vraiment top. On y voit vraiment beaucoup plus clair. Belle scalabilité. Beaux enjeux aussi chez Pigment. Franchement, c'est top. Ta présentation était géniale. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Laissez une petite note dans le chat aussi si ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, sur 5, pas besoin de mettre sur 20, ça fait trop too much. Euh, N'hésitez pas aussi à vous inscrire hein, pour les prochains. Il y en a encore beaucoup qui arrivent. On reprend la saison, c'est le printemps. Il y a carrément qui mettent 6, mais c'est génial. Trop bien. Benjamin, je te remercie encore une fois pour ton temps. Sarah, merci beaucoup aussi, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, c'est aussi Sarah, voilà, qui gère aussi tout ça. Moi, je vous retrouve très bientôt, du coup, c'était PC. Vous pouvez contacter aussi, bien sûr, Benjamin, si vous avez des questions sur LinkedIn qui n'ont pas été répondues pour le coup. En tout cas, merci à tous de votre temps. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et une super après-midi. Ciao, ciao!